Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats, 13 novembre, 10 ans après, comment se construit, comment évolue la mémoire d'un événement aussi traumatique à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Autre question, pourquoi et comment de telles attaques ont pu avoir lieu? Y a-t-il eu des failles sécuritaires et des ratés dans le renseignement? Avec nous pour en parler, Mathieu Suc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart, spécialiste des questions de renseignement et de terrorisme, auteur du livre notamment Vendredi 13, BRI, DGSE, DGSI, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Avec nous également Francis Eustache, bonsoir et bienvenue également. Vous êtes neuropsychologue. Quelques jours seulement après ces attaques, vous avez lancé avec l'historien Denis Péchanski le programme 13 novembre soutenu par l'Observatoire B2V des mémoires. La première question, elle est pour vous. D'un point de vue psychologique, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est même nécessaire d'avoir de telles journées de commémoration pour celles et ceux qui ont survécu à ces attaques meurtrières? Alors, ce sont des journées qui sont redoutées, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a des souvenirs douloureux qui remontent. Il y a beaucoup d'images qui reviennent, qui peuvent réactiver même des aspects presque psychopathologiques chez certaines personnes. Et puis, moi, je pense à toutes les personnes qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas aux commémorations, qui n'ont pas forcément participé à nos études, les personnes qu'on ne voit pas. Et je pense que pour elles, c'est difficile. Donc, j'ai une pensée pour ces personnes qu'on ne voit pas, parce qu'on a une vision partielle. Et puis, deuxième réponse, je pense à demain. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a les médias, il y a eu beaucoup de productions culturelles, des documentaires, enfin, c'est extrêmement riche. Mais beaucoup de choses vont s'arrêter demain. Demain, le 14, dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Et c'est là qu'il faut être vigilant aussi. Ouais, vous voyez, il y a le moment fécond, là, aujourd'hui. Puis après, il y a l'oubli qui recommence. Et on va revenir sur toutes ces questions avec vous. Mathieu Suc, tout à l'heure, Mévalo, en direct de la place de la République, citait ce sondage IFOP. 61% des Françaises et des Français se souviennent de ce qu'elle et de ce qu'ils faisaient lors de cette soirée tragique. Est-ce que vous, journaliste spécialiste de questions-là, vous pouvez nous rappeler la veille, les heures avant ces attaques, quel était le contexte sécuritaire? Est-ce que l'on savait qu'il y avait une menace imminente? Oui, nous avions été frappés pendant toute l'année. Ça a commencé avec les attentats de janvier à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher et à Montrouge. Après, alors, on a un petit peu oublié parce que un attentat se superposant à un autre et on a retenu dans notre mémoire collective les plus importants, les plus marquants, mais dans l'année 2015 on a plusieurs attentats qui ont eu lieu. Rappelons-nous Saint-Quentin Fallavier, ce patron d'entreprise qui va être décapité par un de ses employés, et il va avoir ces attentats qui vont être déjoués dans le Thalys et tout ça. Et donc on voyait depuis plusieurs mois que l'État islamique avait programmé de frapper l'Europe et plus singulièrement la France, et notamment au moyen d'attentats projetés, vu que des hommes en provenance de Syrie avaient été interpellés pendant tout le long de l'année 2015. Donc ça a été organisé depuis Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique et Daesh. Ouais. Oui. Donc alors, voilà, on le voyait, on le sentait. Ouais, vous dites un an, c'est ce que vous avez dit, et nos confrères du Monde disent la même chose que vous. Entre la décision de Daesh de perpétrer une tuerie de masse en France et les attentats du 13 novembre, un an s'est écoulé, 12 mois au cours desquels les services de renseignement ont eu maintes occasions de porter un coup d'arrêt à cette cellule terroriste. Les mots sont quand même lourds de sens. Qu'en est-il? Je vais aller même encore plus loin. J'avais révélé dans mon précédent livre Les espions de la terreur, dès 2018, que, en fait, et c'est important, dès 2013-2014, l'État islamique réfléchissait et se renseignait sur les routes de migrants et comment envoyer des choses. Pourquoi c'est important? Parce que on a dit, en fait, ils ont voulu nous frapper à cause des frappes de la coalition internationale qui vont démarrer en juillet 2014. Non, avant, l'État islamique avait déjà pour ambition de venir frapper l'Europe et la France. Il est vrai que les frappes de la coalition internationale ont accéléré le mouvement et vont les décider à rentrer dans une phase opérationnelle concrète. Alors la France se cantonnait jusqu'au septembre, 2 mois et demi avant, jusqu'au 4 septembre, se cantonnait à des bombardements sur l'Irak et non pas sur la Syrie, de peur de porter atteinte aux adversaires de Bachar el-Assad, y compris des djihadistes comme le Front al-Nosra, et notamment ce Joulani qui est devenu aujourd'hui le président intérimaire de la Syrie. Tout à fait, mais simplement je pense que
quand vous êtes à Raqqa et que vous prenez très concrètement des bombes sur la tête, est-ce que ce sont les Américains, les Français ou même les Russes qui à ce moment-là aussi frappaient? Ils ne le savent pas tellement et je ne pense pas que l'État islamique ait fait de différence entre les Américains qui frappaient en Syrie et les Français qui frappaient en Irak. Moi, j'ai juste une question avant de voir un témoignage très fort, une exclusivité vicentement d'Arnaud, dernier otage du Bataclan. Il a aujourd'hui 51 ans. Vous, selon vous, qui travaillez sur tous ces aspects psychologiques, qu'est-ce qui a été visé ce soir-là? On a des citoyens qui vont voir un match de football, du sport, qui prennent du bon temps sur des terrasses parce qu'il fait plutôt doux ce soir-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, et puis qui vont assister à un concert de musique. Qu'est-ce qui a été visé selon vous? Il y a une volonté de frapper les esprits, de traumatiser? Je pense qu'on l'a compris assez vite, mais on le mesure encore mieux tout de suite, 10 ans après. En fait, on a visé la jeunesse, une façon de vivre à la française. Bon, il n'y a pas que les Français qui vont sur les terrasses, mais il y a Paris, il y a la capitale de la France. C'est un héritage aussi venu des Lumières, venu de la Révolution française. Enfin, c'est toute une façon de vivre, la belle équipe. Je crois que ça nous renvoie aussi à toute une période de notre histoire, quoi. Donc, c'est notre histoire qui est visée, notre façon de vivre. C'est les jeunes de 30 ans, les forces vives de la nation. Évidemment, avec ces enfants, il y a leurs parents. On les voit dans les commémorations, il y a les deux générations, il y a la génération d'Arthur Desnouveaux et puis la génération de Philippe Duperron. Donc c'est tout ça, si bien que malheureusement ils ont fait mouche, quoi. Et on va regarder donc maintenant ce témoignage exclusif, témoignage d'Arnaud, 51 ans aujourd'hui, dernier otage libéré lors de l'assaut de la BRI et du raid au Bataclan. Son histoire et celle de 6 autres otages est au cœur de la série actuellement diffusée sur France 2, ça s'appelle Des Vivants. Il est l'un des personnages centraux interprétés par Benjamin Laverne. C'est donc une exclusivité TV5 Monde, la première fois qu'Arnaud accepte de s'exprimer à la télévision, et c'est au micro de Nicolas Georges avec Guillaume Gouet et Stéphane Dard. 10 ans après ces attaques du Bataclan, comment allez-vous? Tout d'abord, Arnaud, est-ce que année après année, vous arrivez enfin à vous libérer de ce que vous avez vécu? Oui, 10 ans après, ouais, on peut dire que je me suis libéré de cet événement. Voilà, sachant que ça fait déjà 2-3 ans que voilà, chaque année qui a passé a été plus légère et plus facile. Donc oui, ça va plutôt pas mal. Vous dites, depuis le Bataclan, une chose a changé, je suis dans l'urgence de vivre. Survivre au Bataclan, c'est surtout une manière d'être... il faut que je sois à la hauteur, entre guillemets, des gens qui sont pas revenus du Bataclan. J'ai vraiment la sensation d'être sur une seconde vie, une seconde chance. Et j'ai plus la culpabilité d'être encore en vie, même si j'ai beaucoup longtemps vécu avec, comme beaucoup de survivants du Bataclan. Pourquoi moi et pourquoi pas eux? Enfin voilà. Mais ça s'est transformé plutôt en quelque chose de positif. Et l'idée, c'est la petite responsabilité, c'est que je veux que cette seconde vie, cette seconde chance, j'essaye d'être à la hauteur de cette seconde chance, tout simplement, et d'être dans l'action positive et d'être moins dans la peur aussi. Votre histoire, Arnaud, et celle de 6 autres otages rescapés est au centre d'une série époustouflante diffusée actuellement sur France Télévisions. Elle s'appelle Des Vivants. L'un des fils rouges de la série, c'est votre amitié justement qui s'est nouée suite à ce que vous avez vécu. Une amitié qui est aussi à la base de votre reconstruction. Complètement, oui. Ouais, c'est ce groupe qu'on a formé là peu de temps après le Bataclan qui s'appelle la contraction de potes otages, c'est devenu les potages, mais c'est un groupe qui est primordial pour l'après-Bataclan et pour la reconstruction. Après un événement comme celui-ci, j'en ai pris conscience depuis la sortie de cette série. C'est très compliqué de communiquer avec ses proches, à juste titre, hein, pour les uns pour les autres. Je pense qu'il y a même une incapacité finalement dans un premier temps à pouvoir vraiment communiquer. Donc ce groupe, je lui dois vraiment une partie de ma reconstruction. On va revenir à ce que vous avez vécu quelques instants au Bataclan. Lorsque vous étiez dans ce couloir retenu par les terroristes, vous dites « j'avais peur, j'ai pensé à ma gueule et maintenant j'ai honte ». Elles sont fortes, ces paroles quand même. Ouais, c'est assez mis en avant dans la série. Mon personnage, je dis bien mon personnage, l'exprime beaucoup. C'est peut-être
un peu plus nuancé pour moi. C'est que la vérité, c'est que j'ai un choix dans cette prise d'otage. C'est le choix très rapidement de me libérer spatialement de ma femme. Donc tacitement, avec ma femme, effectivement, on s'est comporté limite comme n'étant pas un couple ce jour-là. Il y avait des aspects tacites qui nous ont rendu service, puisqu'effectivement, à un moment de la prise d'otage, ils ont demandé s'il y avait un couple ou s'il y avait des gens de la même famille dans le... Et là, vous n'avez pas répondu, justement. C'est ce qu'on découvre dans la série. Voilà, ma femme n'a rien dit, je n'ai rien dit, comme quoi on était quand même au diapason. Après, forcément, pour un couple, ça n'a pas été neutre pour moi, parce que ça veut quand même dire que pendant 2h20, je suis presque dans une ignorance de ma femme. Je fais comme si ma femme n'était pas dans la prise d'otage. Peut-être parce qu'en fait, c'est insupportable. La situation déjà personnellement insupportable, et savoir que ma femme soit là, ça peut encore me faire plus craquer ou me mettre dans un état de... Donc c'est aussi une réaction de défense pour tenir le choc dans cette situation. Et elle a eu la même, mais c'est vrai que moi j'ai pas mal culpabilisé parce que c'est symboliquement, c'était quelque part un acte de séparation sur ces 2h25 pendant lequel quelque part on n'était plus tout à fait un couple. Vous êtes le dernier otage à être sorti vivant du Bataclan par les forces de l'ordre. Quelles sont les premières pensées que l'on a à ce moment-là, lorsque l'on sait ça y est, c'est terminé, je suis en sécurité? Enfin, on réalise qu'on est vivant et qu'on respire. Même si enfin moi personnellement j'étais dans un tel état avec un tympan percé aussi, et puis encore un petit peu des griffures dans le dos, etc. Enfin j'étais vraiment en sidération. Voilà, et on m'aide à marcher hein, parce que j'ai mine de rien je suis complètement raide. Mais ouais, libération, joie, même si c'est vécu un peu de manière fantomatique, parce que quand je sors du Bataclan, je me demande bien si c'est vraiment moi qui vis ça, si je suis pas un fantôme, est-ce que je suis encore en vie. Dans la série, Arnaud, on découvre tout le travail de reconstruction post-traumatique. Il y a cette scène assez saisissante avec votre père qui se déroule très peu de temps après le drame, et il vous dit « Allez, maintenant il faut passer à autre chose ». Arnaud, t'en es sorti vivant, qu'est-ce que tu veux de plus? On est là, tous ensemble, on déjeune. Passe à autre chose. Comment tu fais pour être aussi buté? Comment tu fais pour pas comprendre que j'y suis toujours au Bataclan? Oui, bah, à un moment donné, ces choses-là, ça se décide. C'est une scène assez fictionnée, je tiens à le préciser, parce que j'ai des très bons rapports avec mon papa et on est même très en phase et très pacifiés dans nos relations depuis quelques années. Donc, mais parce que limite, on ne comprend pas la réaction de votre père quand on voit la série. Après, ils se sont pas inspirés que de la... C'est à travers mon père qu'ils font passer ce message-là. C'est une réaction que j'ai vécue auprès de beaucoup de proches, justement, ou des gens de la famille. C'est vrai que beaucoup de gens, peu de temps après l'événement, quelques mois après, avaient déjà dans cette difficulté justement de communiquer avec des rescapés comme nous, et je sais que c'est sûrement pas simple. Donc c'est ça aussi, la série, moi, m'a permis de prendre conscience que moi aussi j'avais été parfois susceptible vis-à-vis de mes proches, dans le sens où j'avais du mal à accepter certaines maladresses, que je comprends mieux maintenant, parce que dans une situation inversée, j'aurais sûrement réagi de la même manière qu'eux. Et avec votre père, vous avez pu lui reformuler justement tout l'amour que vous avez. Ah, mon papa, je l'aime. Voilà, c'est quelqu'un de primordial dans ma vie, qui m'a encore fait des cadeaux magnifiques ces dernières années. Donc, non, mon père, c'est quelqu'un de bien. Mais à travers son personnage, c'était évident que là, il tenait le moyen d'exprimer des situations effectivement vécues par un certain nombre d'entre nous, voilà, de potage. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, comment ça? Je viens poser. Bah, t'étais pas au Bataclan? Bah, si. Et alors? Salut tout le monde. Oh là là, Marie, comment ça va? Ça va. Ça va. Ouais. On voit dans la série que vous mettez du temps quand même à reprendre votre quotidien, à l'inverse de votre compagne, Marie, qui elle aussi était otage au Bataclan. Est-ce qu'au final, ce décalage entre vous deux, il a été facile à gérer pour vous, pour vos filles, pour vos proches? Non, elle n'a pas du tout été facile à gérer. Non, il y a même eu des moments un peu dangereux pour notre couple, justement. Non, j'ai le souvenir surtout que c'est les 3-4 premières années, ouais, il y a une telle manière différente de réagir à cet événement-là, et ma femme est dans une sorte de déni. Parce qu'elle retourne rapidement au travail, elle retourne au concert. Au travail, et elle n'a jamais fait autant de concerts que l'année qui a suivi le 13 novembre. Elle était dans une boulimie de sorties, de culture, de concerts. De vivre, tout simplement. Oui, je comprends. J'ai compris après coup, bien sûr. De votre côté, Arnaud, vous avez souhaité retourner assez rapidement sur les lieux du Bataclan. Vous savez exactement où vous avez atterri, les 3 tests des lieux.
Pendant 2h20 dans cet endroit-là, on a eu le temps de repérer plein de choses. Donc oui, on a tendance un peu à toucher les murs, toucher les fenêtres, un peu toucher les choses pour être sûr que c'est bien arrivé et qu'on n'a pas rêvé. Il fallait y retourner au moins une fois, ouais. Aujourd'hui, Arnaud, vous vous apprêtez à changer de vie pour devenir jardinier pour la ville de Paris, 10 ans après donc ce que vous avez vécu, un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Est-ce que c'est tout un symbole dans votre reconstruction et dans une nouvelle vie, j'imagine ? Oui, ça a du sens. Ça a du sens. J'avais déjà fait une reconversion. J'ai peut-être un peu la bougeotte parce que je me relance à 50 ans dans un secteur encore un peu nouveau, même s'il me passionnait depuis toujours et ça vient pas de nulle part. Il y a aussi un pont, quoi qu'on en dise, entre mon ancienne activité de prof de dessin et d'art plastique et l'idée à terme de faire de la composition paysagère. Peut-être aussi que c'est un travail en extérieur. Il y a des aspects thérapeutiques. Ça demande d'être très présent, d'être à l'instant présent, justement. Ce qui, pour quelqu'un comme moi, reste toujours un enjeu de trouver des activités qui manquent dans le réel et qui sont concrètes. Voilà. Depuis le Bataclan, je suis devenu prof parce que j'avais besoin de travailler avec des êtres vivants et j'avais vraiment un appel du vivant après le Bataclan et professeur, ça a été un merveilleux métier. Ce le sera peut-être encore, on ne sait pas. Mais là, j'avais envie de tenter une nouvelle aventure parce que le temps m'est compté quand même un peu. Et de ne pas perdre de temps et d'y aller. Ouais. Voilà pour ce témoignage exclusif à voir en intégralité dans sa version longue sur Internet et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Francis Eustache, vous, neuropsychologue, que retenez-vous des mots très forts que l'on vient d'entendre ? Si vous me donnez 3 heures, je pourrais dire à peu près tout ce que je pense de ce récit extrêmement riche d'Arnaud. Il décrit d'abord les moments péritraumatiques, donc avec une sorte de dissociation et qui va jusqu'à lui bloquer le dos. Et puis après, il y a tous ces moments difficiles de communication avec les autres. Et ce qui est vraiment un problème, parce que pour se sortir du trouble de stress post-traumatique, il faut communiquer avec les autres. Et cette communication, elle est très, très difficile, de par la situation des personnes elles-mêmes, qui sont enfermées dans leur trauma, dans les images du trauma, qui alimentent, vous voyez, cette situation. Et donc les autres qui vont dire, non, mais il faut aller beaucoup plus vite que ça. Le père, c'est très joli. C'est presque humoristique. Hein. Si on a vraiment beaucoup d'humour, c'est presque humoristique. Alors que le père, il veut du bien à son fils, il veut le tirer en avant. Mais il y a le temps. Et le temps, c'est une dimension très importante. Mais on voit la différence avec sa compagne qui, au contraire, elle arrive au travail. Et là, c'est l'inverse. D'un côté... c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas deux personnes différentes. Donc on est obligé de donner des grandes lignes, parce qu'il y a des grandes lignes. Et c'est très important de les comprendre. Mais il n'y a pas deux personnes différentes. Et ce que j'aime bien de ce témoignage, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses très tristes, et on voit les personnes qui restent un peu perdues et puis on les a évoquées tout à l'heure. Mais là, c'est une histoire, en fait, qui évolue favorablement. Et il faut voir, il faut le dire quand même, que dans beaucoup de situations, l'évolution est favorable. Donc il y a tout un changement, c'est-à-dire qu'il y a une pliure entre l'avant et l'après. C'est avant et après les attentats du 13 novembre, puisqu'on parle de cela aujourd'hui. Mais de façon générale, le temps aide. Mais par contre, il ne faut pas que la personne reste seule pendant tout ce temps. Une réaction peut-être, Mathieu Suc, sur ce que vous venez d'entendre. Vous, journaliste, on imagine que vous en avez rencontré des survivants du Bataclan. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce témoignage ? Non, mais la phrase du père, c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans ce que nous racontent les victimes, sur ce qu'on a pu leur dire, et ce que dit le professeur Eustache aussi, sur le fait qu'il n'y a pas une façon de réagir, même au-delà de là, sur le traumatisme, même pendant le procès, on a beaucoup dit, et c'est vrai, qu'on a quand même perçu cette grande humanité, ces gens très ouverts, très cultivés, qui aimaient faire la fête et qui ont moi, j'ai rarement vu, pour avoir traité beaucoup d'attentats, des victimes qui étaient autant désireuses de comprendre. Et même d'ailleurs, des fois, les premiers contacts que j'ai eus avec elles, je faisais très attention à mes mots. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus facile
de parler de terrorisme et de rentrer dans le dur que, par exemple, avec mon propre entourage dans ma vie privée. Ils sont très ouverts. Et en même temps, donc ça, bien sûr, ça serait une ligne force, peut-être, des victimes. Et en même temps, on a vu, que ce soit au procès ou dans leurs expressions publiques, des gens qui restent renfermés sur leur haine. Et il ne s'agit pas de les condamner en disant ça. On peut comprendre comment nous-mêmes nous réagirions. Donc il y a cette multiplicité. Et juste une dernière petite chose, peut-être aussi, les gens qui sont coincés au Bataclan, parce qu'on peut l'interpréter sur les personnes extérieures qui vous disent ça, mais il y a ceux qui y sont vraiment encore. Et même au-delà des victimes, des policiers, bon, il y en a certains, je ne vous dirai pas lesquels, mais je pense qui sont toujours encore au Bataclan. Alors, collectivement, comment on fait? Comment fait la société française? Elle a entamé ce travail depuis 10 ans, on voit que c'est éminemment collectif. Comment se construire collectivement? Alors, collectivement, Mathieu l'a évoqué tout de suite, déjà il y a eu le procès. Le procès était un moment extrêmement important pour le collectif, parce que il y a eu beaucoup de témoignages de qualité, des parties civiles, les juristes, les experts dans différents domaines, et ça a duré longtemps, ça a duré 8 mois, ça a été très long. Là aussi, c'était quelque part redouté par les personnes qui se sont trouvées dans ces situations dramatiques, pour les parents, etc. C'était très dur. Mais c'était nécessaire, et ça a permis, je pense, à la société d'évoluer. Notre regard vers... moi, je me concentre plus sur les séquelles psychiques, le psychotrauma. Le psychotrauma, il y a 15 ans, on ne savait pas ce que c'était en France. Il y avait eu des travaux aux États-Unis, en Israël, ici et là. Moi, j'avais voulu travailler sur ce sujet-là. J'ai réussi à faire une étude, parce que avec un collègue psychiatre, Jacques Dayan, et une jeune collègue, Bérangère Guéhury, on a réussi à avoir... je crois que c'est 12 jeunes filles violées, mais impossible, c'était suspicieux, vous voyez. On peut vous suivre en tous les cas sur Internet et sur les réseaux sociaux. Désolé, mais on aura l'occasion de vous réentendre à nouveau. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Avant de refermer ce journal, un visage, celui de notre collègue et ami Cédric Gomet, victime des terroristes lors de l'attaque du Bataclan. Il travaillait ici, dans la régie de TV5 Monde. Il avait tout juste 30 ans. Nous pensons à lui, à ses parents et à ses proches. Et à travers lui, nous saluons la mémoire de toutes les victimes. Voilà pour Cédric, à qui l'on pense beaucoup. C'était 64 minutes. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Estelle Martin. Et tout à l'heure, à 18h, vous pourrez suivre l'édition spéciale de notre partenaire France 2. Merci de votre fidélité.